Voilà, donc je vais sans doute devoir laisser de côté cet aspect des choses. Non, je crois que je vais voir ça tomber. Alors, en fait, tout le pessimisme d'Orwell apparaît finalement dans cette citation de Florey, même si, effectivement, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure Florey exprime le point de vue d'Orwell. Je pense qu'on peut sans doute penser que c'est le cas. Il ne peut pas y avoir, selon Orwell, de véritable relation entre classe moyenne blanche et majorité colonisée, donc en Birmanie, et finalement l'humanitarisme de Florey ne mène nulle part, sinon à sa propre perte. Voilà qui place en tout cas l'intellectuel anglais, si on considère que Florey exprime beaucoup son point de vue, voilà qui place donc l'intellectuel anglais aux antipodes de la vision britannique en vogue dans l'entre-deux-guerres, au moment où paraît Burmese Days. La vision britannique en vogue finalement était celle d'un partenariat fructueux entre métropole britannique et puis élite colonisée, garantissant donc à ces dernières une partie du pouvoir politique dans leur propre pays, et résumée sous le nom de trusteeship notamment, ou alors indirect rule ou dual mandate, autant de circonlocutions qui finalement, selon Orwell et d'autres, on pense en particulier à Leonard Woolf, Leonard Barnes et John Strachey, ont pour but d'escamoter finalement l'exploitation et l'arbitraire dans les colonies. Alors selon ces différentes personnes, et Orwell en fait partie, un véritable partage du travail, un véritable partage du pouvoir, était impossible, comme l'avaient d'ailleurs montré les accords Chelmsford-Montague de 1919, dont les effets finalement avaient été minimes. Alors au final, donc, Philip Barnes, dans un essai assez récent, Orwell and Marxism, je crois que c'est ça le titre, Orwell and Marxism, oui, résume la pensée d'Orwell en arguant de ce qu'il ne peut y avoir de modus vivendi entre l'impérialisme et l'autodétermination des nations. Voilà. Alors après, j'ai également un développement sur la façon dont Orwell se situe comme un patriote finalement pourfendeur du chauvinisme, au sens de Jane Wilson en anglais. Je n'aurai sans doute pas le temps de parler de tout ça, si ce n'est que cette dimension anti-chauviniste en fait est vraiment pas vraiment une posture réfléchie pour Orwell, mais véritablement, si ça peut être une posture réfléchie, mais en même temps c'est vraiment un réflexe viscéral chez lui. À chaque fois qu'il entend une expression de nationalisme qui passe nécessairement par l'exécration de l'autre, il se met en retrait. Il y a des choses extrêmement intéressantes vraiment dans ces carnets de guerre où en fait il assiste à une harangue anti-Bosch, quelque part à Regent's Park, et puis il dit alors, there was a sermon with a jingoistic muck, which is usual on these occasions, and which makes me go pro-German for as long as I listen to it. Donc là, on ne peut plus faire. Alors, donc, je passerai très rapidement à la troisième partie, qui finalement fait intervenir les liens entre les donc le titre anglais étant Barbarians at home and abroad. Donc les interactions finalement entre classe sociale en métropole britannique et puis vision finalement des indigènes colonisés donc, au sein de l'Empire britannique. Alors, David Cannadine, dans un essai s'intitulant Orientalism and How the British Saw Their Empire, dit la chose suivante. Alors, je m'intéresse ici à la deuxième partie de la citation. À la troisième ligne, and during the third quarter of the 19th century, London's newly discovered residual and dangerous classes were likened in their character and conduct to the Negroes of Empire. Donc c'était finalement une association qui était faite par un certain nombre de personnes au sein des classes dirigeantes, et les points communs entre les deux finalement étaient légion. On a d'abord la dangerosité, certes, on parlait effectivement des dangerous classes, à l'image des classes dangereuses dont on parlait au XIXe siècle en France. Et la dangerosité des colonisés était effectivement extrêmement palpable du point de vue de leur seul poids géographique, si on pense par exemple à une partie de l'Empire comme l'Inde. Également l'absence d'origine chrétienne, en métropole on parlait de classe ouvrière unchurched, la maîtrise jugée très imparfaite de l'anglais, ou encore la noirceur de peau finalement due par exemple, je sais pas, au charbon ou à la graisse, chez ceux que l'on appelait parfois les grands mal lavés, donc les classes ouvrières britanniques, the Great Unwashed.
Il y a quelques éléments intéressants d'un essai de Van der Rigas sur cette question de Great Brainwash. Alors, c'est ces parallèles qu'on peut lier finalement au lien énigmatique, EUSEF, la EUSEF Approach, entre la Grande-Bretagne et son empire, donc, que j'ai esquissé en introduction, se verrait renforcé à mesure que les contacts deviennent plus faciles et donc plus fréquents entre métropole et colonies, notamment effectivement après 1850 et plus encore au XXe siècle, donc au moment où effectivement Orwell publie Earliest Days par exemple. Donc il n'y a rien de surprenant finalement à ce que Orwell eût été assez sensible à ces assimilations parmi les classes dirigeantes de son pays. Ainsi, donc, Orwell fait dire à un de ses personnages donc, dans Earliest Days, Mrs. Lakerstein, qui finalement apparaît comme une illustration presque parfaite de ce que racontaient les Canadiens avant, je cite, We seem to have no authority over the natives nowadays, with all these dreadful reforms and the insolence they learn from the newspapers. In some ways, they are getting almost as bad as the lower classes at home. Alors, dans Note en chemin, je ne sais pas combien de temps. C'est bien, 15 minutes. Okay. I'm very glad to hear that. Maximum. Okay. I'll try and test how subjective maximum is. Alors, dans Note en chemin, donc publié en 1940 dans Tribune, Orwell n'hésite pas à avancer. Alors, je suis désolé, j'ai seulement la citation en français. Je n'ai pas le texte original en anglais qui vient de paraître par Chez qui est paru en septembre 2009, chez Avon. Je cite donc cet extrait de Note en chemin d'Orwell de 1940. En Birmanie, j'ai entendu des théories raciales qui étaient moins brutales que les théories de Hitler à propos des Juifs, mais certainement pas moins imbéciles. Avant, finalement, d'évoquer une sorte de continuité idéologique entre Empire colonial britannique et Allemagne nazie, donc je cite encore Orwell, Hitler n'est que le spectre de notre propre passé qui s'élève contre nous, donc Orwell 1840, Il représente le prolongement et la perpétuation de nos propres méthodes, exactement au moment où nous commençons à en avoir compte. Alors on notera au passage que quelqu'un comme Bertrand Russell avait effectué, donc, dès 1933, 7 ans avant, au moment de la prise de pouvoir, quelques mois après la prise de pouvoir par Hitler, un parallèle du même ordre dans sa préface à un rapport très détaillé de la Ligue indienne s'intitulant A Condition of India. Donc j'ai la citation de Bertrand Russell quelque part, oui, c'est là, j'ai la citation d'Orwell en langue française et la citation de Russell qui est en dessous. There has been no lack of interest in the misdeeds of the Nazis in Germany. Donc ça c'est publié en 1933. They have been fully reported in the press and have been commented on with self-righteous indignation. Few people in England realize that misdeeds quite as serious are being perpetrated by the British in India. Donc effectivement, Russell avait exprimé beaucoup la même idée dans 7 ans avant. Alors, j'en viens maintenant à écouter cette quatrième partie, ou cette troisième partie là, je sais que je vais changer de... Voilà. Je serai sans doute pardonné pour les raisons qui savent. Alors donc, une partie s'intitulant un anticolonialisme radical et d'aversion morale, où j'essaye finalement de jauger la dimension anticoloniale d'Orwell. Et donc, on peut peut-être commencer par ce que nous raconte Bernard Crick, qui nous dit la chose suivante. Orwell's protest is compatible with libertarian socialism, with Millite liberalism, or even with Tory anti-imperialism or the Little Englander persuasion, or with no developed position at all. In those sort of days, plenty of Tories still dislike exploitative capitalism. Alors effectivement, on a différentes catégories finalement, plus ou moins précises, plus ou moins vagues, ou alors ça peut être finalement assimilable à no developed position at all.